Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver encore sur LCF et City FM pour votre émission de toutes les semaines. Talk. Je vous rappelle que l'émission passe 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis en direct à 10h et la rediffusion le soir à 22h30. Si vous nous suivez actuellement à 22h30, sachez que c'est la rediffusion. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur City FM 89.9 MHz et aussi sur le www.lcftogo.com. Ce matin encore, nous avons en studio 2 confrères pour essayer de décrypter tout ce qui constitue l'actualité ces dernières heures chez nous au Togo et peut-être aussi en Afrique. Alors, je les présente rapidement. Le premier pronom, Marc Aboflan. Il est directeur du site d'information Elite Afrique.com. Bonjour Marc. Bonjour Junior et bonjour à tous les auditeurs et aussi à tous les téléspectateurs. Alors, notre second invité a pour nom, Fabrice Pédizi. Il est le patron du journal Le Libéral en cœur ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Junior, et je profite de l'occasion pour dire bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment et tous ceux qui écoutent également cette émission sur City FM. Merci. Dans la deuxième partie, nous aurons un invité comme d'habitude ce matin. Nous aurons un avocat, il s'appelle Maître Claude Amégan. Il est avocat, il est membre du collectif contre l'impunité au Togo, collectif des avocats contre l'impunité au Togo. Avec lui, on va parler de la torture. Hier, c'était la journée mondiale de soutien aux victimes de la torture. On parlera de torture au Togo. Avant toute chose, voici la une des journaux. Nous démarrons la une des journaux avec Togo Matin. Togo Matin qui a eu 1 an. Merci, félicitations à Dieu Donné Kourolakina et à toute son équipe. Ils ont fêté 1 an la semaine dernière. Togo Matin qui titre donc composition de la CNDH, un frein à la lutte contre la torture. International, 2 millions de Britanniques réclament un nouveau référendum sur l'UE. Aérien Askai veut voler plus loin. Un journal dans les cœurs, c'est le télégramme du Togo. Transport secteur aérien Askai, fin réelle de la crise. Interrogation donc à la une du journal Le Télégramme du Togo. Un bénéfice exceptionnel de 2,2 milliards annoncé pour 2015. Atelier du H-Crune autour des réformes, Madame Adjamagbo réclame les fat opportunités portées et inconvénients du refus de Favre. Torture au Togo, rien n'a changé d'après Las Vito. Taxi à gaz vital au Togo, les bombes roulantes qui écument nos rues. Dans les cas également ce matin, nous avons flambeau des démocrates. Interview, la crise au quart, la lettre pastorale des évêques du Togo est sortie chef de l'État sur les réformes constitutionnelles. Maître Agbobo analyse. Programme de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou, la problématique de l'érosion côtière sur le tapis. Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, l'union du plan pied dans la dynamique de rationalisation de ces organes. Nous poursuivons avec le correcteur dans les kiosques également ce lundi. Sabotage de la lutte démocratique, inconstance et double jeu des opposants recto-verso vers l'exclusion des partis satellitaires de l'opposition. Les raisons de l'absence de contrôle des travaux publics bâclés et des chantiers abandonnés. Le directeur de LNBTP, Chamdja Baoubadi, accusé de détournement des véhicules de service, des cotisations de la caisse des primes et indemnités des agents. Refus des réformes au Togo, Maître Abouibo se dévoile et apporte son soutien à Fort. Crise au quart, de retour de sa mission à Pévon se prononce. Nous poursuivons avec le quotidien privé Liberté. Le président fondateur du CAR, hier, aujourd'hui et demain, comment Maître Yaovi Abouibo a toujours volé au secours du régime d'Agna Singbe. Interview de Maître Dodji à Pévon, la réunion qui est convoquée à l'hôtel Muget est totalement illégale. Elle ne rime à rien. Climat délétère, à l'IMP l'envol. Le personnel conteste les décisions abusives du directeur administratif. Transport aérien, Askai enregistre des résultats positifs pour l'année 2015. Président civil de Sokodé, Ignace Missihoum, malade et privé de soins de médicaments. Le libéral dans les kiosques. Question orale à l'Assemblée nationale. Les ministres se défient
Les ministres défilent, Sina Lawson toujours attendu. BAC 2 désormais corrigé à Lomé et à Karada, c'est une nouveauté. HAC, le nouveau bureau échange avec les organisations de presse. Le CHU Sylvanus Olympio, malade de son personnel. Retour dans les studios avec autre journal avec nous ce matin. Nous avons par exemple la nouvelle opinion de notre frère Tchanyao Arimi Yao. La nouvelle opinion dit donc blocage du processus démocratique au Togo. Maître Agboibo lève le voile sur les deux principales causes. À Sky, en assemblée générale vendredi dernier, la compagnie panafricaine annonce 2,2 milliards de francs CFA de bénéfices nets au titre de 2015. Et aussi dans les cœurs ce matin avec nous ici, le journal Le Patriote d'Aruna Isaka. Alors, le Patriote qui titre bientôt projet de réhabilitation de la voie Port Sanvi-Konji, bientôt le démarrage des travaux. Différents fonciers entre les cantons de Lifale et Baga, une injuste amplification à certains acteurs. Homosexualité de circonstances au Togo, quand les gays font le guet. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux de ce matin. Nous allons marquer une pause derrière la première partie de l'émission avec nos deux confrères. Rebonjour, chers confrères. Bonjour. Rebonjour, c'est ça. Ok, nous allons donc parler d'Internet, connexion Internet au Togo. Alors, dans une interview qu'il a accordée en fin de semaine dernière à nos confrères de Eben Radio, le président du parti des Togolais, Alberto Olympio, critique sérieusement la situation des télécommunications et particulièrement de la qualité et du coût d'Internet au Togo. Pour M. Olympio, je cite, le Togo est un pays du tiers Internet, pour faire allusion au pays du tiers monde. Il dénonce une cherté planifiée et voulue du coût d'Internet dans notre pays pour des débits de piètre qualité. Comment réagissez-vous à cette sortie de Alberto Olympio? Fabrice? Oui, ben, je crois que par rapport à cette sortie d'Alberto Olympio, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Les critiques vis-à-vis de la connexion Internet au Togo, ce débat-là est un vieux débat. Donc, Alberto Olympio en rajoute tout simplement. Sinon, même dans les sérails du pouvoir, la question de la connexion par rapport à l'Internet est un sérieux problème. Et d'ailleurs, c'est un sujet d'actualité. C'est vrai que Togocel fait de son mieux, Togo Télécom également qui revient de très loin, mais la question est d'actualité au sein du gouvernement, au sein de l'opinion, puisque nous l'avons écrit d'ailleurs ce matin en ce qui concerne les questions orales à l'Assemblée nationale. Ça fait bien longtemps que les députés qui sont les élus du peuple attendent, espèrent écouter Sina Lawson, qui est la ministre des Postes et de l'économie numérique qui s'occupe de cette question-là. On l'attend toujours à l'Assemblée nationale pour avoir beaucoup d'informations sur ce qui est en train d'être fait exactement et qu'est-ce qui est fait pour régler ce problème de connexion Internet. Et malheureusement, jusqu'alors, elle se fait toujours désirer à l'Assemblée nationale. Mais je crois que aussi bien les ministres comme les femmes qui s'occupent des infrastructures routières et autres sont allés s'expliquer sur des questions de l'heure. La question des télécommunications, la question de l'Internet est une question de l'heure, est un sérieux problème, est un problème d'actualité sur lequel on veut vraiment entendre la ministre en question. Et vous n'êtes pas sans savoir que le dernier Conseil des ministres a d'ailleurs touché du doigt ce problème, puisque on nous parle d'un réaménagement de ce ministère, de refixer les charges de ce ministère. Je ne sais pas quelles étaient les charges avant et qu'est-ce que ce que le Conseil des ministres a dit la dernière fois, quelles seront les nouveautés, mais tout porte à croire que les autorités actuelles ont conscience quand même de cette limite que nous avons à ce qui concerne l'Internet au Togo. Alors, je me retourne vers Marc Abofran pour M. Alberto Olympio, je le cite. L'Internet qui est au Togo est réservé à Lomé 2 et à Togo Télécom, point final. Réaction? Vous savez, sur la dernière interview de M. Alberto Olympio, je pense, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère Fabrice, qu'il dit quelque chose qui est d'actualité, quelque chose dont nous avons déjà beaucoup parlé. Maintenant, ce qui m'inquiète, je ne sais pas, on nous a parlé entre-temps de fibre optique qui a été déployée. Pourquoi aujourd'hui nous ne bénéficions pas réellement de cette fibre optique? Pourquoi nous avons des problèmes à nous connecter? Je pense que, vous savez, il n'y a pas de pays qui peut réellement aujourd'hui se développer s'il n'y a pas un accent mis sur la connectivité. Mais aujourd'hui, la connectivité au Togo, nous tous nous savons ce qu'il est. Alberto a raison quand il dit que le Togo est un pays du tiers Internet. Madame Sina Lawson est la ministre type qui déçoit aujourd'hui les aspirations du peuple togolais. Vous savez, quand Sina est arrivée,
pour la première fois au gouvernement en tant que ministre des Postes et des Télécommunications. Avec son CV kilométrique, nous on avait espoir qu'enfin on avait une personne qui maîtrise les télécommunications et qui pourrait faire bouger les lignes en ce qui concerne notamment la connexion Internet. Elle est en train de faire pratiquement 4 ans déjà dans le gouvernement. On ne sent pas ces améliorations. On a même l'impression que cette connexion-là, depuis son arrivée, est en train d'aller décrescendo. Parce que, voilà, aujourd'hui, on nous parle de 3G, mais quand vous vous connectez, vous vous demandez réellement où est le problème. Les opérateurs nous disent chaque moment faire des efforts pour améliorer cette connectivité-là. Mais nous, utilisateurs lambda, nous avons encore des problèmes aujourd'hui à ressentir les effets de ces efforts-là que les différents opérateurs font. Alors, ce n'est pas quand même Sina Lansone qui a amené le chef de l'État pour accueillir officiellement l'arrivée de la fibre optique au Togo, sachant bien que ce sont des câbles vides quand même. Mais si, c'est elle. Elle était la ministre à l'époque. Elle était ministre. Mais c'était le projet Togo Télécom, c'est ça, oui. Mais je crois que Togo Télécom... Le projet a commencé avant qu'elle arrive. Oui, le Togo a fait. Je crois qu'en allant prononcer un discours pour nous dire que désormais la fibre optique passe, alors qu'en réalité ce n'était vraiment pas ça. Je crois qu'en tant que ministre et spécialiste du domaine, ça aurait été une profane que je dirais, bon voilà, peut-être les experts sont venus parler au ministre, on l'a rassuré. Je crois qu'elle est du domaine. Et quand vous prenez son CV, on sait qu'elle est là où elle doit être, les télécommunications, mais qu'on nous dise qu'elle prononce un discours où on nous parle de... Est-ce qu'elle a la main libre pour faire le travail? Non, mais c'est quoi cette histoire? Comment on peut demander à un ministre du gouvernement? Oui, mais est-ce qu'elle a la main libre? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je crois que si le sujet de son département est apparu et est discuté au niveau du Conseil des ministres, ça voudrait dire que les autorités sont conscientes qu'en ce qui concerne... Vous avez vu la dernière sortie du président de l'Assemblée nationale, qui aussi se plaignait tout comme nous. Bon, quand Alberto Olympio tente de présenter la chose comme si certains en ont et d'autres n'en ont pas, peut-être, mais ce qui est sûr... C'est que là, au-dessus, vous allez à Togo Télécom, la connexion est de haut niveau. Vous avez une très bonne connexion, tout comme la présidence de la République. Ça, tout le monde le sait, c'est notoire. Moi, j'ai vu les gens se plaindre tout dernièrement, qui sont allés payer leur facture à Togo Télécom et ils sont repartis parce qu'il n'y avait pas de la connexion. Ça aussi, peut-être que c'est dans d'autres agences. Ça voudrait dire que ça ne s'étend pas à tout le monde. C'est une denrée rare. En tout cas, à l'espace Rélim qui est à Civito, vous avez la connexion de haut niveau de l'autre côté. Et ça, j'ai fait le test à plusieurs reprises. Oui, mais je crois que ça, ce n'était pas bien. Cette communication politique qui a été faite autour de la fibre optique. Aujourd'hui, je crois que ça rattrape les autorités. Je ne dis pas que rien n'est fait, ils sont en train de faire. C'est pour cela qu'on dit... Je ne coupe pas la parole, je rappelle qu'à Togo Télécom, la fibre optique est déjà à Lomé. Et ça marche. Officiellement, à Togo Télécom, on m'a dit que la fibre optique est déjà à Lomé et ça marche. Oui, mais ce qui est sûr, à l'époque où on nous parle de cette fibre optique, elle n'était pas vraiment réelle dans les faits. Ouais. Concrètement, ça ne marchait pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, moi, je ne suis pas un spécialiste des multimédias ou je ne sais quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que citoyen, effectivement, quand vous sortez un peu du pays et vous allez dans d'autres, et c'est vrai qu'on ne pourra pas comparer le niveau, mais quand même, le minimum, il y a des pays qui ressemblent quand même au Togo par rapport au niveau de vie, qui ont plus de connexions que nous. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème à régler à ce niveau-là. Et parce que quand vous allez également au niveau de ceux qui s'occupent de ces questions-là, je crois qu'il y a un problème. Moi, je dis une chose. Un poste ministériel, c'est bien de l'occuper. Mais je crois que quand les résultats tardent, je crois qu'il faut prendre ses responsabilités. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment régler cette histoire de connexion Internet au Togo parce que c'est un élément important pour le développement. Vous savez, fin 2014, quand Sina faisait un peu le bilan du travail qui a été fait à son ministère, elle nous disait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La fibre optique a été amenée qu'en 2015, cette fibre optique-là sera opérationnelle. En fin 2015, quand des internautes togolais l'ont interpellé sur la question, sur le hashtag notamment AskSina, pour demander à ce qu'elle améliore la connexion, elle est revenue dans un post pour nous dire que cette année, la connexion va s'améliorer parce qu'il y a des efforts qui se font. Elle a listé toute une liste de choses qui se font, mais aujourd'hui, on constate qu'on est à la fin de la fin. On est en milieu d'année, mais rien n'a bougé, les lignes n'ont pas bougé. Aujourd'hui, pourquoi Mme Sina ne veut pas aller répondre devant l'Assemblée? Parce qu'on peut comprendre que dans le travail d'un ministère, il y a des problèmes. On peut comprendre quelles sont des difficultés justement à déployer la fibre optique. Mais pourquoi elle ne va pas répondre aux élus de la nation pour leur dire ce qui ne va pas? Parce que je pense que les députés sont dans leur rôle. Le député a deux rôles, c'est de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement. Et donc, si le député appelle un ministre, nous avons vu des ministres défiler, on a aujourd'hui l'impression que Mme Sina ne veut pas répondre à cette convocation des ministres pour
répondre à ces questions-là. Est-ce que c'est parce qu'elle ne maîtrise pas ce dont elle va parler? On ne sait pas réellement. Alors, il faut dire aussi que si on a des problèmes Internet Togo, ou bien la fibre optique qui traîne, qui n'est pas de bonne qualité, c'est la faute aux anciens conseillers du feu président et Adema. Parce que la fibre optique avait quitté la Côte du Sud, je crois, entre 2000 et 2001 pour faire le tour de la côte africaine. Et c'était gratuit pour tous les pays. Seul le Togo a décliné l'offre, dit je n'en veux pas. Et les gens disent à Yadema à l'époque, vous prenez la fibre optique, l'Internet sera de haut niveau, les opposants vont vous créer des ennuis, on va vous espionner. Et Yadema a refusé. Maintenant, le Togo a dû débourser pour aller le racheter. Alors, c'est la faute aussi à ces faux conseillers là, à ces mauvais conseillers qui, au nom des intérêts personnels, nous créent des problèmes aujourd'hui. Mais au même moment, dans les années 97, déjà, le Togo fait partie des premiers pays qui s'est connecté à l'Internet. Oui, grâce à la café informatique. Oui. Mais la fibre optique était gratuite. Mais le Togo a décliné l'offre. Oui, mais si les gens, les câbles ont quitté l'Afrique du Sud jusqu'à tous les pays de la côte là. Oui, mais le Togo a dit non, je n'en veux pas. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne nous dit pas qu'il n'y a pas la fibre optique, qu'on nous dit qu'on l'a. On aurait dû l'avoir depuis, hein, oui. Et ne pas s'ouvrir comme on le fait aujourd'hui. Oui, mais l'année où on nous a annoncé cela, si on l'avait au moins, je crois qu'on aurait, et si ça fonctionnait comme cela se devait, je crois qu'aujourd'hui, on ne se plaindrait pas trop. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques, on tergiverse, on ergote autour. Je crois qu'il est temps, comme l'a dit mon confrère, et nous l'avons dit, il faut qu'elle aille à l'Assemblée nationale expliquer aux gens. L'opinion a besoin de savoir. Peut-être qu'ils sont en train de faire des choses merveilleuses que nous ne maîtrisons pas. Peut-être que nous sommes trop impatients. Il faut qu'elle y aille. Ça fait la deuxième fois qu'elle esquive ce rendez-vous, cet exercice. La première fois, elle a rassuré, puisque le président de l'Assemblée nationale a rassuré les députés qu'elle devrait être là. Lui, il croyait même qu'elle était au pays. Et puis après on la voit aux côtés du chef de l'État en voyage. Et jeudi dernier, Sina Lawson était également attendue à l'Assemblée nationale, mais elle n'y était pas non plus. Le vendredi, on a vu Abdou Bidamon aller, on a vu le ministre auparavant Nyonfam aller également. On a vu même le colonel Yark interpellé sur des sujets concernant l'insécurité et tout cela. Donc je crois que ce n'est pas pour vos beaux yeux, on vous attend à l'Assemblée nationale. Mais je crois que c'est un élément capital, c'est un exercice important au sein de la République ou dans un domaine démocratique qui permet quand même aux citoyens d'avoir une idée exacte. Nous allons nous dire, quand vous allez descendre de ce plateau, vous allez recevoir des coups de fil, on va vous dire, vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Oui, on ne maîtrise pas, mais que ceux qui maîtrisent... Viennent en parler. Viennent en parler, c'est ça. Nous, on fait juste le constat que ça ne va pas. Peut-être qu'il y a d'autres éléments, d'autres paramètres que nous sommes en train de discuter, on espère avoir quelqu'un de Togo Télécom, de Café Informatique, Phare, Togo Ciel, Move, pour venir nous expliquer sur ce plateau ce qui se passe réellement. Alors, avant de revenir sur ce que je voulais dire, vas-y rapidement. Avant que je... Non, vous savez, Sina nous avait promis, quand la fameuse conférence de Lomé devrait se tenir... Madame Sina, quand même. Oui, mais vous savez, quand la fameuse conférence de Lomé devrait se tenir en novembre passé, on nous avait promis qu'avant la conférence, on aurait Internet. Aujourd'hui, c'est vrai que la conférence a été reportée. On a Internet, la qualité est mauvaise. Je parle de la qualité. Vous savez, on a Internet, mais la qualité est vraiment de mauvaise qualité. Et c'est ça qui est la question. Aujourd'hui, maintenant, si Madame Sina, elle, ne veut pas communiquer dessus, qu'est-ce qui empêche les opérateurs aujourd'hui de communiquer sur la mauvaise qualité? Il y a certains opérateurs là, vous êtes là, vous utilisez votre forfait Internet, et voilà, ça se coupe, ou vous êtes incapable de le recharger pendant un moment. Il n'y a aucune explication officielle pour dire ce qui se passe réellement. Il y a aussi cet aspect de la chose. Ça doit communiquer. Voilà. Ça doit communiquer. Alors, on revient au président Alberto Limpio du parti togolais, donc qui fustige le coût très élevé de la connexion Internet pour une connexion défaillante. À titre d'exemple, je vous donne les prix pour avoir un forfait Elim fixe. 1 mégabit par seconde illimité chez Togo Télécom. Si vous voulez l'avoir à la maison, vous allez débourser 34 810 francs CFA pour donc les ménages. Le forfait Elim fixe 2 mégabits par seconde illimité est à 108 890 francs CFA par mois. C'est le débit minimum pour les personnes morales. Le forfait Elim fixe 4 mégabits par seconde illimité est facturé à 297 650 francs CFA, s'il vous plaît, par mois. Et je rappelle que le mégabit par seconde, c'est la vitesse, et le gigaoctet, c'est le volume. Voyez-vous que le coût de la connexion Internet chez Togo Télécom est très élevé. Et donc, si aujourd'hui on a le SMIC, par exemple 35 francs CFA par mois, on peut avoir Internet chez soi à la maison. Puisque le SMIC, c'est ce qu'il faut payer pour avoir le minimum Internet à la maison, 35 000 francs. Oui, je crois que par rapport à ces prix-là, même c'est encore mieux qu'il y a quelques années. Ça voudrait dire qu'il y a une petite évolution qui n'est pas encore ça. Et donc, quand vous approchez la téléphonie, que ce soit Togo Télécom ou Togo Cell, des initiatives sont en train d'être faites. Parfois,
il y a aussi la lourdeur administrative. Et c'est là où on revient sur Madame la ministre générale, puisque les experts ont beau élaborer des politiques et tout cela, mais il faut qu'il y ait un niveau plus élevé, comme le ministère. C'est pour ça que j'ai été surpris de ce projet, de ce décret qui parle de la réorganisation du ministère des Postes et de l'économie numérique. Parce qu'on se demande, ou alors, c'est ça qui fait que la ministre tarde à aller s'expliquer, parce qu'il y a des réaménagements apparemment. Et on se demande, on se demande depuis là qu'est-ce qui se faisait exactement, et que c'est maintenant, on veut circonscrire les domaines dans lesquels le ministère des Postes et de l'économie numérique doit agir. Oui, vous savez, aujourd'hui même, on parle d'économie numérique. Est-ce que nous avons la possibilité d'avoir une économie numérique au Togo si les coûts d'Internet sont ce que vous venez de donner là? Non, je pense que non. Si on veut être sérieux dans la politique globale même du gouvernement, il faut revoir de manière drastique ces prix-là, parce que si le Togolais lambda ne peut pas se payer la connexion Internet, comment est-ce qu'on veut espérer que les enfants de ces personnes-là puissent utiliser Internet pour être créatifs, puissent utiliser Internet pour créer de la richesse demain? Alors, je vous donne cette précision. Au niveau de Togo Télécom, on se défend en ce qui concerne les prix appliqués et qui sont plus chers que dans les pays voisins. Les redevances, je cite, les redevances que le pays paie, les redevances que les pays paient pour la connexion au câble sous-marin sont les mêmes partout. Maintenant, quand il faut reverser ces coûts dans un pays de 5 millions d'habitants et un pays de 20 millions d'habitants, par exemple, ce sera forcément différent. Autrement dit, le Togo paie les mêmes charges que le Nigeria, par exemple, mais n'a pas le même nombre d'habitants pour amortir les dépenses. Voilà ce qui explique la cherté de la connexion chez nous. Non, mais si on a justement cette cherté-là, ça voudrait dire le Nigeria qui a plus d'habitants, donc plus d'utilisateurs, ça voudrait dire que le débit devrait être meilleur, ça voudrait dire que nous devrons avoir un meilleur débit plus Internet, puisque le nombre est limité. Mais qu'on ait un nombre limité, qu'on ait Internet de piètre qualité et qu'on se défende en nous disant que c'est parce que les redevances sont les mêmes, je pense que c'est une fuite en avant de ces opérateurs-là. Moi, j'espère avoir dans les jours à venir quelqu'un de Togo Télécom, du ministère de l'économie numérique. Ça, on a besoin. Il faut qu'on nous explique ce qui se passe exactement. On espère les avoir dans les jours et semaines à venir pour nous dire davantage sur ce qui se passe réellement. Donc, nous vous connaissons Internet. On va parler d'un sujet politique. Grâce présidentielle accordée à Karim Wade par le président Macky Sall. Alors, l'information est tombée peu après 1h du matin, vendredi dernier. Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade et candidat choisi par le PDS pour la présidentielle de 2019 au Sénégal, en prison depuis avril 2013 dans une affaire de détournement de plusieurs dizaines de milliards, vient d'être gracié par le chef de l'État Macky Sall. C'est vrai que ce dernier l'avait annoncé déjà au début du mois, mais cette décision est tout de même courageuse, il faut le dire, Fabrice Bédessi. Oui, aujourd'hui, on l'explique au niveau du Sénégal, en tout cas au niveau des autorités sénégalaises, on donne une explication à cette libération. On parle d'un geste humanitaire, mais d'autres également voient le sujet sous un angle politique, parce qu'on estime que sans doute Macky Sall aurait pris un coup au sein de l'opinion en mettant Karim Wade en prison. Mais quand cela ne tient, je crois qu'il y avait quand même des éléments concrets sur lesquels Karim Wade était poursuivi. Les crimes économiques, je crois qu'aujourd'hui, si on a réussi à le prendre, pour l'instant, près de 50 milliards, ça voudrait dire qu'il y avait effectivement des éléments de preuve que Karim Wade. Mais généralement, c'est un peu ça. Le problème au niveau du continent africain, lorsque les hommes politiques sont mêlés à des affaires judiciaires, il y a toujours un débat qui enflamme, qui est au sein de l'opinion. D'autres voient un règlement de compte politique, alors qu'au même moment, peut-être qu'on a les éléments de preuve. Ça fait amalgame, puisque on dit que Karim Wade est candidat pour la prochaine élection présidentielle. Donc, le poursuivre, ça donne l'impression comme si vous êtes en train de vouloir museler votre prochain adversaire. Et on a des exemples aujourd'hui sur le continent. En RDC, c'est pratiquement la même méthode avec Moïse Katumbi, qui aujourd'hui est condamné pour près de 3 ans, alors que lui aussi il a annoncé ses intentions d'être candidat à la prochaine présidentielle et tout cela. Et tout ça fait amalgame. Et finalement, on ne sait pas quelle est la limite entre la justice et la justice qui est instrumentalisée à des fins politiques. Mais ce qui est sûr généralement, et quand vous prenez le fonctionnement de nos pays, il est difficile quand même d'occuper des postes
que Karim Wade a occupé au niveau du Sénégal et s'en sortir les mains propres. Il y a toujours un élément, et c'est un peu cela. Peut-être l'élément là, on le garde au moment opportun, et ça donne l'impression comme si c'est un règlement de compte politique. Mais ce qui est sûr, sur le plan politique, je crois que ça apaise un peu les climats. Ça aussi, c'est à mettre à l'actif du nouveau président. Et donc, mais sur le plan, au sein de l'opinion, les avis sont partagés, et je crois que c'est normal, on est en démocratie. Même juste quand les gens sont opposés. Oui, bien sûr, parce que certains y voient également derrière un deal. Alors, les deals également, ça fait partie des actions politiques. Bon, on est là et on regarde l'avenir. On verra jusqu'où, puisque pour l'instant, on dit qu'il a la liberté, oui, mais en ce qui concerne les crimes, il va rembourser. Oui, c'est l'essentiel. En fait, Macky Sall a pris cette décision, Marc, contre l'avis de nombreux militaires, y compris ceux de son propre camp. L'important pour lui, c'est de décrisper le climat politique. Mais est-ce qu'il décrit le climat politique en faisant cette décision? Moi c'est vrai que la décision est courageuse. Moi, au prime abord, j'étais contre cette décision parce que je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais que l'exécutif dans un pays s'ingère dans le pouvoir judiciaire. C'est même sur les fondements. C'est pas une ingérence. C'est même sur les fondements. C'est une grâce présidentielle, c'est prévu par la Constitution. Prévu par la Constitution, c'est vrai. Mais pourquoi gracier quelqu'un? Est-ce qu'il va gracier tous ceux qui ont été condamnés pour crimes au Sénégal? Pourquoi il choisit Karim Wade et pas les autres? Il y a cette question-là à se poser. Non, moi je pense que c'est là que je trouve intéressant aussi la décision de le faire payer quand même malgré la grâce présidentielle, de laisser tout le volet économique pour qu'il puisse rembourser. Parce que vous ne pouvez pas être au pouvoir. Quand vous êtes au pouvoir, vous devez rendre des comptes. Et quand le moment vient et qu'on se rend compte, la justice se rend compte que vous avez détourné à votre profit des biens de l'État, il faudrait que vous répondiez devant la justice. Et si au nom de deal politique, au nom d'arrangement politique, au nom d'une certaine décrispation, on sait pas s'il y a eu deal ou pas, parce qu'on l'a pas. Au nom d'une certaine décrispation de la politique, par souci humanitaire, à titre humanitaire. Humanitaire, pourquoi? Vous savez, je suis sûr que si on va dans les prisons du Sénégal, on va trouver beaucoup d'autres personnes qui sont réellement dans le besoin humanitaire plus que Karim Wade. Mais il y a peut-être aussi cette pression politique tout autour. Et c'est là que je ne partage pas l'avis de mon confrère quand il fait le parallèle avec le cas Katumbi au Congo, parce que j'estime que les deux régimes, il y a une différence foncièrement, parce que Macky Sall est venu, comme on peut dire, de manière un peu démocratique au pouvoir, et le Congolais, lui, tente aujourd'hui de toutes les forces de se maintenir. Et donc, on sent que ce qui se passe au Congo avec Katumbi, c'est réellement un emprisonnement politique, c'est-à-dire on veut empêcher un opposant politique de pouvoir prétendre à la magistrature suprême, alors que ce qui se passe du côté du Sénégal, c'est au nom peut-être de cette décrispation politique-là qu'on laisse quelqu'un qui a été condamné. Moi, je suis quand vous commettez des crimes, quand vous commettez des délits dans une nation et que vous êtes reconnu coupable par une justice qui a bien fait son travail, parce que c'est l'autre volet de la question. Si la justice est vraiment équilibrée, si la justice est vraiment équitable, la justice fait bien son travail, vous devez poursuivre votre peine. On devrait laisser Karim Wade en prison, parce que donner cette grâce présidentielle. Moi, je fais un rapport avec le tour rapidement en même temps. Ben, on y va. Pacha Nyasingbe et ses co-accusés condamnés dans l'affaire d'atteinte à la sécurité de l'État ont introduit des demandes de grâce présidentielle, ça fait déjà 3-4 ans, et depuis attendent d'être libérés. Donc vous êt contre que le chef de l'État Faure Gnassingbé gracie, Pacha Gnassingbé soit Bien sûr, je suis contre. Vous savez, les Pacha Gnassingbé co-accusés ont été pour ceux qui ont été reconnus coupables dans un procès. Maintenant, on peut parler des conditions dans lesquelles ce procès se déroulait. On peut parler d'équité de ce procès et tout. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que quand la justice dans un pays fait son travail, on n'a pas le droit de faire recours à un président. Surtout quand c'est votre frère de famille. Parce que le chef de l'État, il est aujourd'hui à la tête de l'État. Donc, il est en sorte le père de tout le Togo. Et s'il gracie Pacha Gnassingbé co-accusé, ça donnerait l'impression qu'il est en train de faire du favoritisme. Est-ce qu'il va gracier? Parce que moi, la question, c'est ça. Si vous graciez quelqu'un, il faudrait que dans un pays équitable, vous puissiez gracier tous ceux qui en font la demande. Ou en tout cas, avoir des critères ou des bases claires sur lesquelles vous graciez les gens. Mais on ne peut pas gracier les gens parce que les gens en font la demande ou parce que les gens sont membres de votre famille. Je rappelle que la Cour de justice de la CEDEAO a dit que Pacha et co-accusé ne va bénéficier d'un procès équitable. Alors ça, c'est un rappel. Alors, la même question à Fabrice Bédési. Est-ce que ça fait plusieurs années déjà que Pacha et co-accusé ont donc saisi le chef de l'État pour bénéficier d'une sorte de grâce présidentielle et depuis ça traîne? Non, je crois que dans n'importe quelle situation, il faut toujours souhaiter une grâce présidentielle
qui relève de la discrétion du chef de l'État, parce que c'est lui qui décide. C'est prévu dans le texte, une grâce présidentielle. Donc, pour quelqu'un qui est en prison, c'est toujours mieux de prendre parti pour qu'il obtienne cette grâce présidentielle. Là où le bas blesse généralement, c'est comme mettre les gens en prison sans procès. Et au moins, que ce soit dans le cas du Sénégal ou comme dans le cas du Togo, au moins il y a eu un procès et on a établi les faits, on a situé les gens sur ce qu'ils ont pu faire et ils ont été condamnés. Donc maintenant, est-ce que leur libération peut entraîner, je ne sais pas, des dommages au niveau du pays? Si ça n'entraîne pas, s'il n'y a pas un élément, un danger, si leur libération n'entraîne pas un danger, et moi je n'y vois pas, je crois qu'il faut souhaiter pour chaque individu que la demande de grâce présidentielle puisse aboutir. Alors aujourd'hui au Sénégal, on a libéré Karim Wade, oui, mais on dit qu'il va payer. Je crois que ce qui intéresse les Togolais et les Sénégalais aujourd'hui beaucoup plus, c'est qu'ils remboursent au Sénégal. Non, au Togo aussi, on peut libérer Pacha, il a la liberté, mais peut-être les autres, ça n'a pas été maintenu, mais on a pensé qu'il retrouve sa famille à la maison. Je crois que l'affaire a eu lieu, il y a eu un procès et autres. S'il a introduit. Il l'a introduit. Il a dit à plusieurs reprises, les avocats l'ont dit à plusieurs reprises. Oui, maintenant il revient au chef de l'État. Mais en tant qu'individu, moi je suis pour qu'une telle grâce présidentielle puisse aboutir. Parce que quand vous prenez les explications qu'on donne au niveau du Sénégal, déjà on dit qu'il a fait 4 ans, qu'il n'a pas vu ses enfants, même s'il vient le voir en prison, mais la chaleur familiale, ça manque. Donc je crois que c'est un élément sur le plan social, c'est aussi important. Alors il faut se demander, voir, est-ce que le Sénégal gagne ou perd quand Karim Wade est libéré et qu'il rembourse ce qu'il a pris à l'État. Et dans le cas du Togo également, qu'est-ce que le Togo pourrait perdre si Pacha Gnassingbé pouvait bénéficier d'une grâce présidentielle? Moi, je n'en vois pas. Mais je ne suis pas également dans les secrets de Dieu pour savoir ce qui retarde, ce qui fait que celui qui a le pouvoir de faire cette grâce, pourquoi il ne le fait pas? Forcément que lui aussi, là, c'est la raison que nous ne maîtrisons. Je rappelle qu'il y a une différence entre grâce présidentielle et amnistie. Oui, bien évidemment, puisque vous savez, justement, c'est sur le plan économique, dans le cas Pacha Gnassingbé, où il doit payer parce que s'il y a eu des dommages et intérêts par rapport à l'État togolais. Mais je crois que la grâce, je crois qu'elle n'efface pas les autres peines, les autres, la condamnation c'est ça, les autres peines judiciaires et tout cela et autres. Mais quand on avance sur le terrain de l'humanitaire, du social, je crois que pour tout individu, on ne peut que souhaiter qu'il recouvre sa liberté. Vous savez, si vous reprenez le cas Pacha Gnassingbé, je suis de ceux qui pensent aussi, comme la Cour de la CEDEAO, que ce procès n'était pas équitable. C'est vrai qu'il y a eu des faits, beaucoup de choses ont été dites pendant ce procès-là, mais j'estime, et ça c'est mon avis personnel là-dessus, que ce procès n'était pas équitable. Mais moi je dis, ça c'est un principe général, que je ne suis pas de ceux qui pensent que dans un pays, quand la justice est équitable, il faut que les gens demandent un recours en grâce. Parce qu'il faut aussi penser en amont. Quand vous savez que la chaleur familiale va vous manquer à un moment donné, quand vous savez qu'il y a des problèmes, vous faites tout simplement ce qu'il faut pour ne pas avoir à bénéficier. Mais c'est là aussi qu'il faut interpeller peut-être la justice pour qu'elle fasse son travail de qualité. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, la torture dans les cas de... Pour toutes ces raisons-là, on peut souhaiter aujourd'hui que Pacha Gnassingbé est co-accusé puisse être libéré. Parce qu'il faudra même, comme l'a dit la Cour de justice de la CEDEAO, qu'on puisse les libérer, que l'État puisse dédommager tous ceux qui ont été accusés de torture et tout. Mais sur le principe général même, je pense que... Ils ont déjà dédommagés, il faut le rappeler. Ils ont déjà dédommagé. Ils ont eu des sous. La libération, elle a resté diplomatique. C'est bon. Il faut qu'on marque une pause. Bon, on a dit l'essentiel. Derrière la pause, on va recevoir notre invité, Maître Claude Amégan. Je vous rappelle qu'il est membre du collectif d'avocats contre l'impunité. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio ou en débat, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour
Toujours en studio avec notre invité, Maître Claude Amégan. Je rappelle qu'il est avocat. Il est membre du collectif des avocats contre l'impunité au Togo. Bonjour, Maître. Oui, bonjour, Jean. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Talk Talk de ce lundi 27 juin. Je vous en prie. Alors, nous allons aller directement. Hier, c'était le 26 juin et c'était la journée mondiale de soutien aux victimes de la torture. C'est une journée instituée par l'ONU. D'abord, qu'est-ce que c'est que la torture? Vous savez, pendant longtemps, la torture n'a pas été définie par notre code, ça a été défini par plusieurs conventions. Mais aujourd'hui, notre code qui a été récemment mis en application a défini la torture comme toute souffrance ou toute douleur infligée sciemment à une personne, soit pour lui extorquer des renseignements ou des aveux, pour des faits qu'on lui reproche ou pour des faits qu'on reproche à une tierce personne. Substantiellement, c'est les douleurs ou des souffrances qu'on inflige à une personne pour lui extorquer des renseignements, des informations ou des aveux. C'est ça aussi, des traitements inhumains et dégradants, mais c'est différent. Il y a une petite différence entre la torture et les traitements dégradants, puisque la torture, généralement, c'est des douleurs aiguës qui sont plus mentales et morales, alors que les traitements dégradants, ce n'est pas nécessairement des actes qui affectent la personne ou bien son corps, mais qui affectent son moral plus. Donc les traitements dégradants, c'est un peu différent de la torture. Alors, la détention préventive longue et abusive, est-ce un cas de torture? La détention abusive et longue, c'est des traitements inhumain et dégradant. La torture, généralement, ça s'exerce sur la personne physique avec des instruments qui puissent lui infliger des douleurs aiguës. Oui, et par rapport à la torture, à la définition que Maître vient de donner, je voulais avoir, est-ce qu'on peut parler de torture sur le plan psychologique? Est-ce que ça rentre dans ces cadres? Sur le plan psychologique, on peut parler de torture, puisque j'ai défini la torture tout à l'heure, qu'à partir du moment où il s'agit de douleur ou de souffrance, ça peut être physique, ça peut être mental. Ça peut être physique, ça peut être mental. Donc si c'est psychologique, c'est mental, on peut parler de torture. Est-ce qu'il y a des cas de torture la torture, ça toujours courant au Togo, parce qu'on se rappelle, il y avait des cas de torture dans l'affaire de Patinia Singbe, l'affaire Bete Agba et d'autres affaires. Alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on essaie d'avoir des cas de torture au Togo? Vous savez, il y a toujours des cas de torture au Togo. Il y a d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est plus aujourd'hui, nous ne sommes plus encore saisis de cas de torture physique, mais des cas de torture morale, ça existe toujours. Quand, par exemple, on met des gens dans certaines conditions de détention, et quand même dans l'audition des personnes en garde à vue, il y a une façon de faire pression sur ces personnes et qui constitue des tortures. En principe, la personne doit pouvoir être écoutée librement. Mais quand les conditions ne sont pas réunies, quand on ne permet pas à la personne d'avoir son avocat à ses côtés pour pouvoir intervenir, c'est également une forme de torture morale qu'on inflige à cette personne. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il y a encore des cas de torture. Sauf que la plupart du temps, quand les gens s'en sortent, ils ne dénoncent pas, ou alors on banalise les faits, et c'est seulement lorsqu'il s'agit de cas où les presses ou les journaux sont saisis que nous aussi nous sommes informés. Ou lorsque les associations comme le CACIT est informé, dans ces cas-là, nous sommes également saisis. J'ai deux questions pour vous. Vous venez de dire tout à l'heure que le nouveau code pénal prévoit la torture. Alors, que prévoit le nouveau code pénal pour la torture? Et quand j'estime que je suis victime de torture, qui est-ce que je peux saisir ou quand, enfin, vers qui je peux m'adresser pour bénéficier d'un soutien? Oui, lorsqu'aujourd'hui la torture dans notre législation interne est une infraction comme toute autre infraction. Et à partir de ce moment, quand quelqu'un se sent victime de torture, soit il peut saisir la police, ce qui va être souvent la torture, c'est au niveau de la police ou des forces de l'ordre, et ce qui va être plus difficile, soit on peut saisir directement un juge d'instruction. Donc je crois que lorsqu'on on est victime de la torture, on saisit directement le juge d'instruction, puisque en matière de torture, il faut nécessairement faire des enquêtes pour s'assurer qu'il y a effectivement torture. C'est plus difficile de saisir directement le tribunal, et le mieux c'est de saisir un juge d'instruction qui peut prendre en charge cette affaire et instruire et voir s'il y a effectivement eu torture ou pas.
Oui, alors entre l'ancien code pénal et le nouveau, et par rapport à la torture, c'est quoi la nouveauté? Oui, je disais que l'ancien code pénal même ne prévoyait pas la torture. L'ancien code pénal n'avait pas de dispositions concernant la torture. La torture, en réalité, n'était pas une infraction reconnue par notre code pénal. Ce qui fait que même l'État, quoique ayant ratifié à plusieurs normes internationales, ne peut pas mettre en application les dispositions sanctionnant la torture. Aujourd'hui, le code pénal prévoit clairement ce que c'est que la torture, définit clairement ce que c'est que la torture et prévoit des peines. Mais il paraît que la définition du Togo par rapport à ce qui est sur le plan international, il y a une petite différence. Je pense qu'on a pris, il y a des nuances. Non, en réalité, le Togo, moi, à mon avis, n'a fait que reprendre les dispositions des normes internationales qu'on a remis dans notre code. On nous dit aussi que la torture n'est pas un crime imprescriptible, comme c'est le cas à l'étranger. Au Togo, il y a un délai limité où on peut oublier le cas de torture. Mais on ne sait pas, dites-nous davantage. Non, en réalité, tout crime contre l'humanité est imprescriptible. Donc, en réalité, c'est vrai que c'est un crime contre l'humanité. Contre l'humanité, dans nos dispositions, le législateur n'a pas prévu que la torture, si on engage pas une procédure dans un délai, est prescrit. Sauf que généralement, lorsqu'on n'engage pas une procédure en matière pénale pendant un délai, ça dépend de l'infraction, il peut y avoir prescription. Mais la torture aujourd'hui est reconnue sur tous les plans comme un crime contre l'humanité et on ne peut pas prescrire contre la torture. Alors nous avons des cas de torture dont a fait tout récemment le cas cité, il y a les cas de M. Amétébé Kofi, le cas de Consort Paronam, cas de Dassilivera Hermès et Assima et autres cas. Alors, quels sont aujourd'hui au Togo les instruments ou bien les voies de recours? D'abord les instruments juridiques de lutte contre la torture. On veut commencer par là d'abord. Déjà, nous avons plusieurs instruments de lutte contre la torture aujourd'hui. Nous avons déjà au niveau de notre constitution, nous avons les articles 16 et 20 de notre constitution. Nous avons les articles 4 et 5 de la Charte africaine des droits de l'homme. Nous avons l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et toutes ces conventions sont des instruments de lutte contre la torture dans notre pays aujourd'hui. Aujourd'hui également, avec le nouveau code pénal, nous avons les articles 198 à 208 du code pénal qui prévoit la torture et qui sanctionne la torture. Alors, quelles sont les voies de recours pour les victimes de torture? Vous voulez parler des cas que vous avez Non, les voies de recours pour quelqu'un qui est victime de la torture, non, les voies de recours. Oui, c'est ce que j'avais dit. Entre-temps, quand quelqu'un s'estime victime aujourd'hui de la torture, la personne peut saisir notre justice. Puisque aujourd'hui, la justice a des instruments pour pouvoir poursuivre en matière de torture. Avant, c'était plus compliqué pour le magistrat. Aujourd'hui, le magistrat n'a plus de motif pour dire qu'il ne peut pas poursuivre en matière de torture. Donc, lorsqu'il s'agit de torture, toute personne qui se sent victime peut saisir un juge d'instruction pour que la procédure soit enclenchée. Alors, je voulais savoir, par rapport à la torture, est-ce que généralement celui qui se plaint, la victime, est-ce qu'on lui demande des éléments de preuve ou alors il suffit de déclarer que j'ai été torturé, que ce soit des sévices corporels ou une torture morale ou psychologique? Est-ce qu'il faut rassembler des preuves pour justifier qu'on a été torturé? Il faut nécessairement, en toute matière, lorsqu'on parle d'une infraction, et nécessairement en matière de torture, lorsqu'on parle de torture, il faut nécessairement rapporter la preuve. La preuve que la personne a été en détention, la preuve que la personne a été victime de cette torture. Puisque dans tous les cas, lorsqu'on s'estime avoir été victime de torture, il faut nécessairement un certificat médical qui constate les tortures qu'on a eues, qui constate les séquelles de cette torture pour que le juge puisse apprécier. Sinon, si la personne se présente sans aucune preuve, il serait aussi trop difficile pour le juge de pouvoir établir la torture. Donc celui qui évoque la torture doit pouvoir ramener les preuves de cette torture-là. Si tu permets un dernier élément, alors vous avez parlé aussi des conditions de détention qui participent à établir la torture. Alors aujourd'hui, quand on voit nos milieux carcéraux, a priori, les conditions ne sont pas bonnes. Alors est-ce que tout de suite on peut conclure que celui qui s'y retrouve là est victime de torture? Vous savez, lorsque
c'est vrai que les conditions de détention ou d'incarcération aujourd'hui au Togo ne sont pas du tout bonnes. Mais si la personne qui est détenue ou est en garde à vue dans certaines conditions estime qu'il n'y a pas de motif légitime pour le détenir là-bas, là, je crois qu'il y a torture. Mais, généralement, ce n'est pas... Pour ces cas-là, c'est des cas généraux. Ça ne concerne pas une seule personne. Si nous allons à la prison civile aujourd'hui, c'est des structures qui sont là depuis, et quelqu'un qui est en détention à la prison, ou bien qui est emprisonné dans ces conditions-là, peut estimer qu'il subit des tortures, mais malheureusement, c'est les structures qui existaient avant. Ce n'est pas pour cette personne que ces structures ont été mises en place, mais quelqu'un qui est en détention au cours d'une enquête et on l'isole alors qu'il y a des cellules prévues pour les gardes à vue, mais on l'isole dans une chambre où il n'y a même pas de lumière, où on lui refuse l'accès à des visites, où on lui refuse l'assistance d'un avocat et on le met dans des conditions juste pour lui faire souffrir, où il est exposé au soleil, au soleil, juste pour le faire souffrir, ou lui extorquer des aveux ou des renseignements. Là, ça devient une torture. Mais si c'est une condition normale que tous les autres vivent, je crois que on ne peut pas parler de torture. Alors, selon le CACIT, il y a 10 plaintes déposées par les victimes ici au Togo qui n'ont pas été donc traitées. C'est sans suite, ces plaintes sont restées sans suite parce que non instruites. Alors, quand c'est comme ça, comment les victimes, comment vont-ils faire en fait? Oui, c'est pour ça que généralement les gens sont obligés de se rabattre sur la cour de la CEDEAO. En réalité, ce qui se passe au Togo, c'est que quand les victimes se plaignent de torture, on saisit le juge d'instruction, nous le faisons généralement, nous saisissons le juge d'instruction. Malheureusement, c'est des gens qui sont démunis, les victimes sont des démunis, qui n'ont pas les moyens, et le juge d'instruction fixe une caution qui est souvent élevée, qui ne permet pas à la victime de faire enclencher la procédure. Si par exemple pour des affaires ordinaires, on fixe une caution pour 10 000, pour des cas de torture, le juge peut par exemple demander 100 000 francs. Or, par rapport au pouvoir d'achat du Togolais, c'est énorme. Et avec les gens sont obligés de se rabattre sur le CACIT. Et avec les moyens de bord, on est obligé de saisir la cour de la CEDEAO. Parce qu'on estime même que si ça commence comme ça, devant le juge d'instruction, l'affaire ne peut pas évoluer normalement. On est obligé de saisir directement la cour de la CEDEAO. Il y a des décisions rendues aussi qui ne sont pas exécutées. Bien sûr, nous avions déjà obtenu plusieurs décisions de la cour de la CEDEAO dans les cas que vous aviez eu à évoquer. Et jusqu'à ce jour, des décisions qui ont fait pratiquement 2 ans, jusqu'à ce jour, ces décisions demeurent non exécutées, alors qu'en réalité, selon les conventions de la CEDEAO, les protocoles additionnels, les décisions sont exécutoires à partir du prononcé. Depuis 2 ans, l'État n'a jamais réparé les dommages subis par ces personnes, alors que c'est des gens qui ont subi des tortures, c'est des gens qui ont besoin de se faire soigner, qui ont besoin d'être suivis dans leurs soins. Aujourd'hui, il y en a qui se sont réfugiés carrément dans leur village où ils suivent des traitements thérapeutiques, et ce qui n'est pas normal. C'est des gens qui ont subi des tortures, qui ont besoin de soins et d'assistance. Aujourd'hui, jusqu'à présent, cette décision demeure non exécutée. Mais maintenant, quand on dit que l'État doit exécuter, quelle est l'instance de l'État qui doit exécuter ces décisions-là? Vous savez, il y a plusieurs paramètres ou bien plusieurs ministères qui doivent intervenir. Il y a le ministère de la Justice, à qui la décision est saisie, qui à son tour doit en principe rendre compte au ministère de l'économie et des finances, qui doit décaisser. Aujourd'hui, nous ne savons pas où se trouve réellement le blocage. La dernière fois, au point que nous avions eu à signifier plusieurs décisions qui n'ont jamais été exécutées. Récemment, nous avons encore eu une décision. Je ne sais pas si quelque part il y a une bonne foi, mais quelque part il y a un blocage. C'est le ministère de la Justice qui même avait fait appeler notre cabinet pour qu'on leur signifie la décision. Jusqu'à présent, ça a été signifié, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de suite. On nous dit qu'il y a un problème au niveau, on a transmis le dossier au ministère de l'économie qui ne réagit pas jusqu'à ce jour. Donc je crois qu'il y a un manque de volonté de pouvoir exécuter ces décisions. Ouais, alors est-ce que ces cours
sous-régional à prévoir des mesures contraignantes ou alors lorsque la décision est prononcée, on laisse le libre choix à chaque État de l'appliquer s'il veut ou pas. Est-ce qu'il y a des mesures contraignantes? Non, malheureusement, il n'y a pas de mesures de contrainte. Vous savez, il s'agit des États qui sont supposés être responsables. Et quand on rend une décision contre un État, l'État doit pouvoir s'exécuter volontairement. On n'a pas de possibilité de contrainte ou d'exécution forcée contre un État. Et puisque c'est l'État qui est souverain, qui doit pouvoir s'exécuter de lui-même, il y a eu des décisions où on a condamné l'État togolais qui ne s'était pas exécuté. On est retourné devant la cour de la CEDEAO qui l'a encore condamné à d'autres montants pour l'obliger à s'exécuter. Jusqu'à ce jour, toutes ces décisions sont demeurées lettres mortes. On n'a jamais exécuté ces décisions. Malheureusement, il n'y a pas de mesure de contrainte pour pouvoir amener l'État ou à forcer l'État à s'exécuter. Mais est-ce que finalement ça ne pose pas problème? Parce que s'il faut aller vers une cour à laquelle l'État a adhéré elle-même, mais dont elle n'exécute pas les décisions, est-ce que vous, à votre niveau, vous sentez le besoin de toujours saisir une telle cour puisque au finish vous aurez une décision qui ne sera jamais exécutée? Non, nous croyons toujours en la bonne foi des responsables politiques parce que quand ils sont partis à ces conventions de ces organisations internationales, c'est parce qu'ils veulent exécuter la convention de bonne foi. Et à partir de ce moment, nous ne pouvons pas douter de leur bonne foi. C'est pour ça que nous disons que peut-être il y a un blocage quelque part, mais nous espérons que ces décisions vont être exécutées. Peut-être s'ils ne le font pas aujourd'hui, ils le feront. Sauf que ça traîne et par rapport à la matière même, par rapport à l'objet de ces indemnisations, je crois que l'État doit faire preuve de plus de rapidité dans l'exécution de ces décisions. Il s'agit des gens qui ont été torturés, qui ont besoin de soins. En réalité, ces condamnations, ces montants ne peuvent leur permettre que de se faire soigner. Et si on laisse ces personnes dans ces états-là, je crois que ça va leur causer plus de préjudice qu'on ne le pense. Alors, quelles sont les obligations de l'État du fait de la signature des instruments de droits de l'homme? À partir du moment où l'État signe ces conventions et que ces conventions sont ratifiées, ça s'impose à l'État. Ça s'impose à l'État, ça devient des normes internationales, des normes supérieures que l'État doit respecter. Donc, c'est un engagement absolu de l'État. Soit on veut signer ces traités ou on ne veut pas les signer. Dès lors qu'on signe ces traités, il faut s'y plier, il faut les exécuter. Alors, on revient un peu à la Cour de justice de la CEDEAO. Comment saisir la Cour de justice de la CEDEAO? Parce que, ceux qui nous suivent aujourd'hui veulent bien le faire, mais ils ne savent pas comment ça se fait. Est-ce qu'on paye? Il y a des trucs à faire. On veut savoir davantage. Non, généralement, la saisine de la Cour de la CEDEAO ne nécessite pas des paiements, mais il suffit d'écrire à la Cour, puisque généralement, c'est la Cour même qui supporte toutes les charges, surtout en ce qui concerne son fonctionnement. Donc, vous écrivez à la Cour et vous, par requête, vous saisissez la Cour. Je crois que le mieux, c'est toujours de passer par le biais d'un avocat. Vous saisissez la Cour par le biais d'un avocat, vous adressez une requête à la Cour qu'on transmet à l'État togolais qui doit répondre, surtout en matière de violation des droits de l'homme, qui doit répondre. Et s'il y a des preuves, vous ajoutez les preuves à votre requête. Si l'État dénie ces preuves, il rapporte les preuves contraires et on vous fixe une date d'audience où vous pouvez présenter vos arguments de façon orale devant la Cour et la Cour donne une date pour rendre sa décision. Généralement, dans les décisions également, on condamne toujours l'État aux dépenses, c'est-à-dire à supporter les frais de procédure, les frais de justice, les frais des voyages et tout ça là. Mais à ce jour, l'État s'obstine à payer ces frais. L'État refuse catégoriquement de payer ces frais. On l'a signifié clairement que l'État ne prend pas en charge les dépenses, alors que dans la décision, l'État est condamné aux dépenses. Alors, j'ai quelques textes ici à lire. Donc, pour faire recours à la Cour de justice de la CEDEAO, il faut d'abord qu'il y a une non-instruction des plaintes déposées au plan national, refus des juges de traiter les cas de torture avant l'adoption du code pénal,
et pas d'exigence de l'épuisement des voies de recours au plan national. Au regard des dispositions des articles 9.4 et 10 du protocole additionnel de la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'homme dans tout État membre. Peuvent saisir la Cour toute personne victime de violation des droits de l'homme. Alors, des questions chez vous? Oui, moi je voudrais savoir, lorsque par exemple une affaire est jugée en premier dernier ressort, par exemple au niveau de la Cour suprême, on dit que les voies de recours sont épuisées sur le plan national, comment est-ce que, par exemple, la Cour de justice de la CEDEAO se comporte dans le degré de juridiction? Est-ce qu'elle est supérieure à nos, par exemple à la Cour suprême au Togo? Est-ce que on peut revenir sur un procès qui a déjà été classé au niveau de la Cour suprême, par exemple? Vous savez, la Cour de la CEDEAO n'est saisie qu'en matière de violation des droits de l'homme. Ce n'est pas pour des affaires civiles ou pour des affaires commerciales. Donc, pour les affaires civiles ou commerciales ou toute autre affaire, nous avons nos juridictions internes qui peuvent fonctionner en ce sens. La Cour de la CEDEAO n'intervient que lorsqu'il s'agit de violation des droits de l'homme. Et lorsque nos juridictions refusent ou bien ne veulent pas connaître de l'affaire. C'est dans ce cas-là qu'on peut saisir la juridiction de la Cour de la CEDEAO. Lorsqu'on a une affaire au Togo et que le tribunal a été saisi, a rendu sa décision, la Cour d'appel peut-être a connu de l'appel et que la Cour suprême a connu du pourvoi, on ne peut plus aller devant la Cour de la CEDEAO pour cette affaire. Et un cas d'école, quand nous prenons l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, je crois que ça s'est poursuivi jusqu'à la Cour de justice de la CEDEAO, alors que cette affaire a été conduite par la Cour suprême jugée en assise. Oui, ce n'est pas les mêmes aspects. Quand vous prenez les décisions, ce n'est pas les mêmes aspects. Ce que la Cour et le tribunal, il y a eu une ordonnance qui a été rendue, qui est passée devant la chambre d'accusation et devant la Cour suprême. Et ça traite de différents aspects. C'est seulement l'aspect de violation des droits de l'homme qui a été saisi par l'objet de saisine. Qui a fait l'objet de saisine devant la Cour de la CEDEAO. Vous pouvez, je n'étais pas dans ce dossier, mais je me rappelle bien que lorsque la Cour a rendu sa décision, la Cour n'a pas fait injonction à la Cour suprême ou aux juridictions togolaises de rendre une décision en son sens. Mais il a rendu une décision ex nihilo par rapport à sa saisine. Il n'a pas rendu une décision par rapport aux décisions qui ont été déjà rendues par la Cour, les juridictions internes. C'est vrai que des interprétations s'étaient intervenues, des gens ont pensé qu'il fallait libérer les gens, qu'il ne fallait pas, ainsi de suite. Mais ce n'est pas sur les aspects sur lesquels les juridictions internes s'étaient prononcées, ce n'est pas sur les mêmes aspects que la Cour de la CEDEAO a été saisie. Alors, dites-nous, Maître Claude Damengran, quelle est aujourd'hui la situation des victimes de torture au Togo? Est-ce que vos organisations essaient de les assister, de leur apporter de l'assistance, de les aider d'une manière ou d'une autre? Oui, la plupart du temps, nous les assistons à notre manière. Et plus précisément, je dirais que le CACIT les assiste beaucoup. Si nous avions pu obtenir toutes ces décisions, c'est grâce à l'assistance de CACIT qui intervient pour ces victimes. Et nous sommes souvent constitués pour aller défendre ces dossiers. Et c'est également une assistance que nous apportons à ces victimes-là. Mais à la fin, vous réclamez les sous. On a vu dans le cas des condamnés de Pacha Nyasimbe, les avocats ont pris beaucoup de sous et les gens n'ont pas aimé à l'époque. Vous savez, et pourquoi? Il faut comprendre certaines réalités. Il faut comprendre certaines réalités. Un avocat qui délaisse son cabinet au moment où il va pour plaider ce dossier, ce n'est pas un dossier qu'on fait en un jour, en 2 jours. L'avocat délaisse son cabinet pendant plusieurs jours. Il y a quand même eu un retour après. Et vous ne voulez même pas payer l'avocat, ce n'est pas normal. Moi, je peux dire que quand nous allons à ces procès, c'est à nos risques. C'est au risque de l'avocat. Et l'avocat délaisse son cabinet pour aller suivre ces dossiers. Si nous allons là-bas, on a eu des décisions où
on n'a même pas condamné l'État togolais à payer. Et l'avocat est revenu bredouille. Mais une fois qu'on condamne l'État togolais à payer et que l'avocat on dédommage la victime, mais quand même que la victime aussi soit plus ou moins reconnaissant pour quand même contribuer aux charges ou bien aux efforts de l'avocat. Quand on estime que c'est abusif, je dis c'est pas normal. Parce que dans le cas de l'affaire Kwachanya, je me rappelle à l'époque, les victimes avaient dit que c'était pas écrit noir sur blanc que les avocats allaient retirer 10% de la somme et ils ont été surpris. Et à l'époque, ils avaient boudé, ils avaient parlé, on a suivi les gens de gauche à droite. Moi, je pense que ça, c'est une question de bon sens. Je pense que ça, c'est une question de bon sens. Quelqu'un qui vous défend, qui travaille pour vous, vous n'avez pas donné un frais de constitution de dossier, vous n'avez pas payé des honoraires ou bien des avances, même sur honoraires, vous n'avez rien payé, l'avocat a travaillé, et maintenant, on vous ramène quelque chose. Et vous estimez que ce n'est pas normal que l'avocat soit payé. Moi, je trouve que nous ne sommes pas à l'armée du salut. Quand même, quand ils reviennent, et qu'on ne les paye pas, c'est la charge de l'avocat. C'est lui qui laisse ses dossiers, c'est lui qui perd son temps, c'est lui qui fait ses voyages. Et les billets d'avion, c'est l'avocat qui paye ou bien c'est la victime qui paye? Généralement, dans nos cas, ce n'est pas les victimes qui paient. Soit c'est les associations ou parfois même c'est les avocats qui dépensent de leur propre poche. Et je ne peux pas comprendre qu'au retour on dise que l'avocat n'a droit à rien. Et 10% c'est tout à fait raisonnable. Pour eux, c'est l'humanitaire, vous êtes dans l'humanitaire. Non, aujourd'hui l'avocat n'est pas une armée de salut. C'est une profession, nous avons des cabinets à gérer. Il faut que les gens comprennent. Nous avons des cabinets à gérer, nous avons des collaborateurs à payer, nous avons des charges. Donc il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas une armée du salut. Mesdames, Messieurs, cette émission donc s'achève pratiquement. On va laisser le mot de fin à notre invité, Maître Claude Amégan. Oui, peut-être pour mot de fin, peut-être c'est l'occasion pour moi de vous remercier également. L'occasion également pour nous de demander à l'État togolais de faire un effort vis-à-vis de ces victimes de torture. Aujourd'hui, heureusement, nous avons un instrument, nous en félicitons l'État togolais, mais il faut que les gens aient le courage de mettre en application cet instrument, notre nouveau code pénal. Et j'exhorte l'État également à faire preuve de bonne foi vis-à-vis des victimes de torture en leur payant leur indemnisation et leur permettre de se faire soigner. Mesdames, Messieurs, Tortor de ce lundi 27 juin 2016 à GVNC. Merci à nos confrères Marc Aboflon, directeur du site d'information eliteafrique.com. Merci Junior et merci aux téléspectateurs. Merci aussi à Fabrice Pédizi, le patron du journal Le Libéral, dans les kiosques du Monsieur Matin. Merci. Mesdames, Messieurs, la rediffusion c'est à 22h30. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.